Aujourd'hui, nous revenons une dernière fois sur les terres des Mérovingiens. Depuis 2 siècles, les rois de la dynastie règnent sur un royaume né de conquêtes et de fidélité jurée. Et par l'ambition des anciens, il s'est étendu. Beaucoup trop. Le pouvoir plie sous le poids de son propre monde. Des terres agrandies, des héritages divisés, des royaumes recomposés sans cesse. Et lorsque les rois ne suffirent plus à maintenir l'ordre, d'autres mains tentèrent de s'en emparer. 687. Après Tertry, l'autorité du maire d'Austrasie, Pépin de Herstal, s'étend sur les principaux centres du pouvoir mérovingien. Mais le roi des Francs conserve encore sa capacité d'arbitrage. 697. À Compiègne, quelques années plus tard, le roi réunit les grands du royaume pour juger un conflit opposant Drogon, fils de Pépin, à un abbé. En présence des Pipinides, la sentence tombe contre eux. Le roi tranche en faveur de l'Église, et son jugement fait encore autorité. 714. Dans sa terre de Jupille, sur les bords de la Meuse, Pépin II de Herstal est frappé par une violente maladie. Autour de lui, les ambitions se réveillent. Son fils Grimoald part à son chevet, mais les traditions rapportent qu'il aurait été tué en chemin, dans d'obscures circonstances. Peu après, Pépin II disparaît à son tour, et l'ordre qu'il avait imposé s'éteint avec lui. En Austrasie, sa veuve Plectrude tente de préserver l'héritage familial. Elle fait arrêter le fils illégitime de son défunt mari, Charles Martel, et conserve la mairie du palais, au nom de son petit-fils, le jeune Théodebald. Mais à l'ouest du royaume, cette décision est immédiatement rejetée. Craignant l'emprise des Pipinides, les grands de Neustrie élisent leur propre maire du palais, Ragenfred. Il s'allie au roi de Frise, Radbod, autrefois lié aux Pipinides par alliance. Mais Charles s'échappe. Il rassemble quelques fidèles et prend lui aussi les armes. À ce stade, Plectrude contrôle encore l'héritage Pipinide. La Neustrie soutient Ragenfred. Charles Martel est désormais libre. La guerre de succession commence. 717. Vinchy, près de Cambrai, en un dimanche de carême. L'armée de Charles Martel rencontre celle de Ragenfred et du roi mérovingien Chilpéric II. Le combat s'engage dans une atmosphère chargée d'ambition, de poussière et d'enjeux dynastiques. Les premières lignes s'entrechoquent. Les cris se perdent dans les échos du fer. Les lignes royales se disloquent et s'effondrent, englouties par la poussée adverse. Chilpéric et Ragenfred prennent alors la fuite, poursuivis par Charles jusqu'aux abords de Paris. À cette nouvelle, Plectrude renonce à toute résistance. Elle se retire et remet à Charles ce qu'il reste du trésor de Pépin. Pourtant, même vainqueur, Charles Martel ne renonce pas à l'ancienne façade du pouvoir. Après la mort de Chilpéric II, il place un autre mérovingien sur le trône. Et dans les années qui suivent, une nouvelle menace apparaît. Au sud du royaume, les rapports se dégradent entre Charles et le duc d'Aquitaine, Eudes. Martel franchit la Loire, ravage les terres aquitaines et jette Eudes dans la déroute. Affaibli, le duc cherche un appui au-delà des Pyrénées. Au même moment, une autre armée apparaît. Venue d'Al-Andalus, commandée par Abd-al-Rahman, elle franchit la Garonne. Eudes d'Aquitaine, affaibli sur ses terres, appelle à l'aide celui qu'il avait autrefois défié. Alors Charles Martel accepte et se met en marche. L'armée aquitaine est brisée. Bordeaux tombe, les sanctuaires brûlent. L'armée remonte vers le nord, en direction de Tours. À cet instant, le sud du royaume s'effondre sous pression. L'Aquitaine d'Eudes est isolée, et les armées venues d'Al-Andalus traversent les Pyrénées. Un nouveau front s'ouvre au cœur de la Gaule. 732. À Poitiers, Charles Martel se dresse face à l'ennemi. La marche s'arrête. Les deux armées se font face. Le royaume se fige. Le combat s'engage, long, brutal, noyé dans la poussière et le sang. Les hommes tombent, mais l'armée franque ne rompt pas. Les chroniques rapportent qu'Abd-al-Rahman aurait été tué au cœur de la bataille par Charles lui-même. Victorieux, Charles Martel poursuit son offensive de reconquête. Il porte la guerre en Septimanie
et met Narbonne en siège. Un contingent ennemi est battu sur les rives de la Berre, mais Narbonne, principale place forte de la région, résiste encore. À défaut de la ville, Nîmes, Agde et Béziers tombent sous les offensives franques. Par le jeu des alliances et la force des armes, Charles Martel s'élève au rang de principal acteur du pouvoir franc, fort d'un prestige militaire sans équivalent. 737. Le roi Thierry IV meurt. Cette fois, Martel ne désigne aucun successeur. Le trône demeure vacant. Le pouvoir, lui, ne l'est pas. Octobre 741. Après une vie consacrée à la guerre, Charles Martel s'éteint dans la tranquillité de son palais de Quierzy-sur-Oise. Ses fils, Carloman et Pépin, recueillent son héritage, tandis que le trône des Francs reste vide. Carloman reçoit la mairie du palais d'Austrasie, tandis que Pépin hérite de la Neustrie-Burgondie. Au même moment, Rome, menacée par les Lombards, tourne son regard vers les héritiers de Charles. Le pape fait parvenir aux Francs des présents venus de la basilique de Saint-Pierre. Une alliance nouvelle commence à prendre forme. Quelques décennies plus tôt, les maires du palais gouvernaient encore dans l'ombre des descendants de Clovis. Aujourd'hui, l'ombre a presque englouti le trône. 743. Après plusieurs années sans souverain, un roi est finalement tiré de l'ombre par les deux frères. Childéric III monte sur le trône. Le roi revient, dépourvu de tout pouvoir. Et derrière le souverain, l'un des deux Pipinide s'apprête à faire ce qu'aucun de sa lignée n'avait encore osé. 747. Carloman, après des années de guerre et de consolidation brutale du pouvoir, se détourne des affaires du royaume. Après avoir réprimé une révolte alamane, il remet son fils et ses charges à Pépin, puis se retire à Rome pour entrer dans l'ordre monastique. Désormais, Pépin demeure seul maître du royaume et envisage de s'emparer de la dignité royale. Pourtant, un mérovingien siège encore sur le trône. Il ose alors envisager ce que nul maire du palais n'avait encore entrepris: rompre définitivement avec la dynastie mérovingienne sacrée. 751. Une lettre est rédigée par Pépin à destination du pape Zacharie. Elle contient des mots appelés à sceller le destin du regnum francorum. Lequel doit être roi? Ou celui qui n'a nul pouvoir dans le royaume et porte le titre seulement? Ou celui par qui le royaume est gouverné et qui a le souci de toute chose? La réponse met fin à une attente de plusieurs décennies et consacre une rupture devenue inévitable. Il vaut mieux appeler roi celui qui a le pouvoir que celui qui en reste dépourvu. Aussitôt, Childéric III est déposé. Ses longs cheveux, insigne de la royauté mérovingienne, sont coupés. Le dernier mérovingien disparaît ainsi, derrière les murs d'un monastère. À Soissons, Pépin est élevé sur le trône des Francs. Pour la première fois depuis Clovis, une autre lignée porte la couronne. Pépin le Bref entre dans la dignité royale. La dynastie mérovingienne, jadis sacrée, n'est plus. 754. Menacé par les Lombards, le pape Étienne II franchit les Alpes, quittant Rome avec une suite nombreuse et des présents destinés aux Francs. Et pour la première fois depuis des générations, le chef de l'Église entre en personne dans le royaume des Francs. À Pontion, Pépin fait accueillir le pape avec de grands honneurs. De cette rencontre ne naît pas qu'une alliance militaire. Elle donne à la royauté franque une consécration venue de Rome. Puis le pape est accompagné vers Saint-Denis. Le 28 juillet, dans la basilique, le silence tombe. Les portes s'ouvrent devant le cortège pontifical. Le pape Étienne II apparaît en personne. Face à lui, Pépin, la reine Bertrade et leurs deux fils, Carloman et Charles, encore enfants. Dans la nef, le pape s'avance. Il s'approche des fils de Pépin et trace sur leur front le signe du Saint-Crème. Puis il en fait de même pour la reine et le roi, marquant chacun d'eux du sceau du sacre. Pépin se relève. La royauté franque vient de changer de nature. Enfin, le pape se tourne vers le roi. Il lui remet la dignité de patrice des Romains, une charge ancienne, faisant de lui le protecteur des intérêts de Rome en Occident.
Étienne II prononce alors ces mots. Ce qui n'a été fait pour aucun de tes ancêtres a été fait pour toi. 3 siècles ont passé depuis Clovis. 3 siècles de conquêtes, de guerres civiles, de serments, de sacres et de sang. Pendant des générations, les descendants des anciens rois avaient régné sur le monde franc comme sur un héritage immuable. Mais rien ne demeure. Le monde vieillit. Les longues chevelures sacrées ont été coupées. Les vieux palais se sont tus. Les derniers héritiers d'une royauté née dans les forêts païennes ont disparu derrière les murs des monastères. Sous les voûtes de Saint-Denis, ce furent les propres fondations du monde franc qui finirent par ensevelir l'héritage des anciens rois. Car le vieux monde est mort, et un nouvel âge s'ouvre pour le royaume. Un âge porté par d'autres mains, celle des Carolingiens.